Bonjour Marco, Bonjour Benoît, peux-tu te présenter ainsi que ton parcours et ton activité? je suis Marc Faisan, 50 ans, paysan, Ceffran. Bon, c'était pour la rime, je recommence. Marc Faisan, 50 ans, paysan, français, chef de famille. Chef de famille, je ne suis pas fasciste, mais bon, je suis quand même chef de famille, une femme, 3 enfants. J'ai grandi en région parisienne, en banlieue est de 93, à Montfermeil. Mes parents étaient instituteurs, j'habitais l'école Victor Hugo, dans la cité des Bosquets. Donc j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 30 ans, en banlieue. Donc j'ai eu une scolarité à peu près normale. Vers l'âge de 16 ans, donc j'ai fini l'école. Après j'ai eu quelques années où j'ai glandé un peu. Alors l'événement marquant, c'est à l'âge de 20 ans, j'ai commencé les arts martiaux. J'ai commencé par le karaté, ensuite le taekwondo. Et là je me suis lancé vraiment à fond, ça m'a bien branché, voilà, bonjour, c'est le rouquin. Pendant 3 ans, j'ai fait que ça, tous les jours, 6 jours sur 7. Donc du coup j'ai un peu moins glandé. Et puis ça m'a permis de rentrer par la suite dans le monde du travail. J'ai commencé à travailler dans la sécurité. Donc j'ai continué à m'entraîner. Après j'ai un peu glissé sur la boxe P-point. Et j'ai commencé à travailler, je faisais de la compétition. Et après ça a commencé à être un peu compliqué, la compétition. Donc j'ai un peu levé le pied. Puis un jour j'ai fini par m'arrêter au bout de 7-8 ans. Et je me suis arrêté pendant près de 15 ans. Et j'ai repris ces dernières années quand j'ai mon jeune fils qui s'est mis au kickboxing et à la boxe thaï. Donc j'ai repris il y a 6-7 ans. Et j'ai repris du plaisir, je me suis remis là-dedans. J'ai passé les diplômes des monitorats. Donc voilà pour la boxe. Alors quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à bosser à Sarcelles. Donc là j'ai une petite anecdote, Sarcelles 95, le centre commercial Les Flanades. 95, je sais plus, enfin banlieue de Paris. Alors j'ai une petite anecdote. Alors déjà le contexte, donc c'était un centre commercial, c'était un peu malfamé, c'est-à-dire il y avait une bande de lascars, les racailles, les kairas comme on dit maintenant, mais à l'époque il n'y avait pas vraiment de nom. Donc c'était essentiellement des maghrébins et des africains, des noirs, quelques blancs. Donc ça c'est ce pourquoi j'ai eu du travail, parce que sinon ils ne nous auraient pas appelés. Alors à côté de ça, il y avait les commerçants. Donc à part les grosses enseignes, Go-Sport ou machin, c'était des petits commerces juifs. Des petits commerçants juifs. Oh, voilà. Donc alors j'ai dit que c'était les commerçants juifs parce qu'ils me l'ont dit. Enfin je veux dire, c'était clair et net. Ils portaient beaucoup la kippa. Et puis bon, j'ai eu l'occasion d'échanger beaucoup avec eux à l'époque, puisqu'on était dans le même clan, puisqu'il y avait les méchants voleurs, et puis eux c'était les gentils commerçants, donc moi je travaillais pour eux. Donc on a beaucoup discuté, je me suis un peu plongé dans la culture juive. Donc je connaissais toutes les fêtes de l'époque, là, on les a fait, moi j'ai bossé pendant 1 an et demi, j'ai fait le tour du calendrier, les Rosh Hashanah, les Shana Torah, c'est dit ça, je sais plus, les Yom Kippour, toutes les bar mitzvahs, j'étais presque invité aussi, enfin... Donc j'ai baigné un peu là-dedans, ils m'ont raconté un peu toutes leurs histoires de mariage, de fiançailles, de magouilles aussi des fois, bon, gauche-droite.
La troisième composante, c'était la sécurité. Donc quand on arrivait, nous, ils avaient embauché 3 jeunes parce que c'était vraiment, c'était plus possible. Il y avait les anciens qui étaient là, il y avait un Maghrébin, il y avait deux Africains, c'était des quarantenaires déjà, bon, ils étaient dépassés. Donc on arrivait en renfort. Donc il y avait moi, j'étais le jeune champion, machin, on allait mettre de l'ordre, tout ça. Il y avait un autre costaud aussi, un antillais, et puis il y avait un blanc aussi. Donc lui, il n'est pas resté longtemps, il avait côté cow-boy, et bon, ça n'allait pas, ça créait trop de problèmes. Donc dans cette jungle-là, alors pour dire ce qui est, c'est que c'était pas juste des voleurs. C'est-à-dire, les mecs, moi, le deuxième jour, je suis arrivé, je vois un gars, il passe avec un stoyak. Les portants avec des pantalons, des jupes, des machins. Je dis, mais t'as payé tout ça? Il me dit, oh vas-y, laisse-moi vaïtra. Voilà, ça c'était l'ambiance. Le gars, son travail, c'était piquer carrément des stoyaks, quoi. Et donc c'était hors la loi, quoi. Visage démasqué, et je rentre, je sors, tu dis rien, voilà. Donc, voilà. On a fait le boulot, tout ça, et puis ça s'est calmé au bout d'un an et demi, bon. Et donc la population de là-bas, donc c'était beaucoup de juifs, parce que Sarcelles, il y a quand même beaucoup de... Il y avait à l'époque, je pense, il y avait au moins 1 ou 2 synagogues, si c'est pas plus que ça. Donc la kippa, tout ça, hein. Beaucoup de Maghrébins de Sarcelles, tout ça, des Africains, des Blancs, des Français, des chrétiens. Bon, le chrétien, on ne sait jamais s'il est chrétien ou pas, c'est pas parce qu'il a une croix qu'il est chrétien, c'est pas parce qu'il en a pas qu'il n'est pas chrétien. Donc bon, mais il y avait de tout. Et ça vivait comme ça, et alors, c'était il y a 25 ans, mais je peux imaginer que c'est encore toujours comme ça maintenant, puisque sinon on en aurait largement entendu parler s'il y avait eu des gros problèmes de... Il y a eu un truc, une époque, là, l'histoire de la couscoussière, je sais pas quoi, l'espèce de drapeau, le truc sous faux drapeau, je sais pas quoi, la couscoussière, enfin, je pense que c'était encore un truc un peu foireux. Donc pour dire que, voilà, j'ai vécu ça à l'époque, et ça se passait bien, surtout entre les Maghrébins, entre les musulmans pratiquants et les juifs pratiquants, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de halal, il n'y avait pas de marchand halal, donc je sais que les musulmans, ils allaient au kasher, parce que c'était très proche, c'était ce qui se ressemblait le plus. Donc voilà, pour le problème de racisme, antisémitisme, choc culturel, tout ça, bon, c'était il y a 25 ans, mais je suis sûr que c'est encore plus ou moins la même chose là-bas, donc il ne faut pas trop me raconter là-dessus. Mais c'est pas ça mon anecdote, c'est que mon chef de la sécurité, donc qui était un Africain, il m'aimait bien, il m'appelait son lieutenant, tout ça, et un soir, bon, il était un peu socialiste, il était carrément socialiste, hein. Et un soir, il m'a embarqué dans une réunion politique pour un gars qui visait la mairie de Sarcelles. Donc je me suis retrouvé dans un appartement, donc il y avait le centre commercial, et au-dessus il y avait des tours, et c'était beaucoup de juifs là-dedans. Les Arabes, tout ça, ils habitaient un peu plus loin dans les cités, bref. Donc on va dans un appartement, je ne me souviens pas, mais je pense que ça devait être un appartement juif, de juifs. Et je me retrouve avec cet Africain il s'appelle toujours, je pense, Fofana. Oh Fof, je te salue si tu m'écoutes. Donc je me retrouve avec un Africain qui s'appelle Fofana dans un appartement de juifs avec une quinzaine de personnes. Et devinez c'était qui le gars? On l'appelait Dominique à l'époque. Donc celui qui allait devenir Dominique Skywalker, le futur patron du FMI, ex-futur président de la France. Et donc je me suis retrouvé à une quinzaine là-dedans dans cette espèce de... Voilà, bon, c'est un peu marrant, c'était juste ma petite anecdote. Alors ensuite, après Sarcelles, donc j'ai bossé, j'ai un peu glissé sur les boîtes de nuit, piano bar. Alors j'ai bossé à Ivry dans une boîte de Blancos, à Pigalle, non à Bastille dans une boîte de Blacos, à Pigalle dans une boîte de Travlos. Pardon. Donc oui, parce que là vous avez vu, on a mis un peu de... C'est où ça? Ah. Alors, oui, parce que je dis Travlos, j'exagère un peu. Voilà. Il est à l'envers, quoi. Ah, j'ai tout caché. Voilà. Parce que bon, on a essayé d'être un peu créatif, quoi. Ouais, voilà, on a mis un peu de... Donc c'était à Pigalle, c'était... ouais, ça a été un peu cocasse quand même. C'était pas une boîte de Travlos, c'était une boîte très branchée. Le Folie Pigalle, c'était... Mais donc il y avait tous les branchés de la nuit, les gens... Bon, la nuit, c'est un monde un peu particulier, quoi. C'est un peu à l'envers. Donc là-bas, il y avait beaucoup de gays. Il y avait une soirée gay le lundi, c'était que des hommes. Et il y avait beaucoup de clientèle hétéroclite. Il y avait les DJ branchés de l'époque, les Laurent Garnier, j'ai connu David Guetta qui arrivait avec les caisses de vinyle là, sur son scooter. Il était encore tout jeune, 17 ans, enfin non, j'exagère. Et Place Pigalle, quand même, quand à milieu de la nuit, tu as deux individus de sexe masculin qui te sortent du taxi. Alors ils sont en string, cuir, chaîne, t'en as un qui tient une laisse, au bout de la laisse t'as un collier,
puis dans le collier, tu as la tête du deuxième mâle. Bon, là, t'es zen ou tu pars à la nage, quoi. Et attends. Et partir à la nage dans Paris à l'époque, il n'y avait pas encore Tel Aviv-sur-Seine. Ouais, donc c'était pour dire, voilà, je ne suis pas antisémite, je ne suis pas, je sais plus que c'est tout ce truc-là. Et je ne suis pas homophobe. J'ai dit déjà. Voilà. Donc Pigalle, ça payait bien. Bon, j'ai travaillé, ma femme travaillait aussi, on commençait à avoir une petite vie pépère. Et puis là, on est passé un petit peu, je suis passé un peu dans un petit train-train. Je me suis un peu embourgeoisé, donc j'ai commencé à arrêter plus ou moins le sport. Je travaillais, on était un petit peu, voilà, embourgeoisé, c'est le mot. Donc voilà pour mes anecdotes parisiennes. Et donc à 32 ans, donc j'ai quitté Paris. J'ai pris un nouveau départ et on est venu s'installer dans les Pyrénées-Orientales. Donc ça a été un changement radical. J'ai commencé une vie de paysan, paysan un peu extrême, il faut le dire. Donc on a élevé des chèvres, des vaches, et donc là maintenant on élève des chevaux, donc on fait du demi-sang arabe, de cheval de loisir. À côté de ça on a eu un petit atelier, on a élevé trois enfants. Bon, voilà, ça va, c'est pas très mal réussi. Donc on a un potager, un verger. Bon, on n'est pas en autonomie, mais on a une vie vraiment différente. Et on fait de l'accueil en yourte. Donc on a une petite activité de tourisme à la ferme. On accueille des familles, des groupes qui veulent un peu se ressourcer. On appelle ça détente en yourte dans le maquis. Donc c'est les gens qui, pas forcément, mais ceux qui sont en ville et qui sont un petit peu stressés, qui veulent se réoxygéner, qui veulent retrouver un nouveau souffle, qui veulent passer un moment avec leur famille, leurs enfants, qui veulent expérimenter un mode de vie un petit peu différent, un peu à l'écart. Donc ici on n'a pas de... Il n'y a pas de route, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de ligne THT, il y a des avions de temps en temps. Mais voilà, c'est assez particulier. Donc l'endroit où on est arrivé, ça a été abandonné depuis 1947. Donc c'était un peu le Far West, un peu, mais sauf que les gens étaient partis, donc on a chassé personne, on a exterminé personne. Et donc on n'avait pas de piste au départ, pas d'électricité, la source était à moitié tarie. Voilà, donc c'est un endroit très particulier, vraiment à l'écart. Et donc évidemment les enfants, donc là on a le plus grand qui va faire bientôt 18 ans. Donc ils n'ont pas été à l'école, on a fait l'école à la maison. Donc c'est ma femme qui s'est principalement occupée de ça. Le dernier, il est né sur le tapis. Il est né dans le salon, puisqu'il y avait on avait une maternité pas très loin en ville, qui a fermé dans les années 2000 parce qu'elle ne faisait pas son quota. Elle n'était pas rentable, donc dégagé. Donc nous, il fallait aller jusqu'à Perpignan pour accoucher. Donc maman, elle a dit non, pourquoi pas aller jusqu'à Berlin. Quelle est ta définition d'un paysan? Alors paysan, Larousse nous dit celui qui vit dans le pays ou qui pratique une agriculture de subsistance. Donc moi, paysan, je l'emploie dans le sens un peu historique. Alors le paysan, ça vient du latin pagensus, pajus, qui vit dans le pays, alors moi je dis qui vit de et par le pays. C'est-à-dire qui est le pays dans le sens, le petit canton, quoi, le village un petit peu élargi, quoi. Alors je l'oppose en fait au sens, à la notion d'agriculteur moderne, parce qu'on a agriculteur, on a exploitation agricole, et après on va jusqu'à comment ils disent, agro-manager. Donc là carrément on sort du cadre. Donc je fais ces petites références passéistes aux paysans historiques, et je joue un peu là-dessus aussi avec le sens péjoratif qui veut dire rustre, lourdeau. Donc moi ça me va bien parce que je ne suis pas toujours dans la finesse. Donc dans les questionnaires administratifs, quand j'arrive devant une secrétaire, profession, paysan, alors j'aime bien parce que souvent elle a un petit... Elle cherche dans... Sur la liste, il n'y a pas paysan, c'est agriculteur. Alors elle est un petit peu perturbée, alors bon, je joue un petit peu avec ça. Donc pour moi le paysan c'était ça. Alors quand je dis paysan, je ne suis pas paysan puisque je suis quand même agriculteur en fait. Je vis avec les subventions, je suis dans le système, dans le game on va dire. Mais j'aime bien cette idée-là. Alors avec prétention, je me prétends paysan. Donc Marco,
Tu es passé d'une vie citadine en région parisienne à une vie de paysan dans les Pyrénées. Pourquoi et comment ce changement dans ta vie? Alors, ça a commencé à l'âge de 20 ans. Donc en fait, c'est quand j'ai commencé les arts martiaux, en même temps, je suis entré en spiritualité. Donc je dis spiritualité pour ne pas dire religion, pour pas choquer personne. Mais c'est quand même un moment important dans ma vie, puisque même si ça n'a pas changé grand-chose à l'extérieur, enfin en tout cas dans l'immédiat, à l'intérieur, il y avait quand même des changements. Donc ça, au niveau de la compréhension des choses, de l'imbrication de tous les éléments, de savoir qu'on est tous liés malgré tout, ça a quand même changé quelque chose. Et ensuite, il y a eu des petits changements qui sont arrivés. Donc ça a été une prise de conscience déjà alimentaire par la diététique. Donc c'était quand je faisais du sport, j'avais des petits problèmes pour être au poids en compétition, il ne fallait pas dépasser le poids. Donc je me suis un peu intéressé à la diététique sportive. Et là-dessus, après, j'ai élargi la diététique en général. Et puis j'ai poussé jusqu'au végétarisme, parce que j'ai un côté, c'est mon côté extrémiste. Donc j'ai eu cette révolution, cette petite révolution interne au niveau alimentaire, et dans différents domaines aussi. Et donc ça s'est élargi dans le mode de vie, notamment, par exemple, on a arrêté de regarder la télé, ça fait, je sais pas, 25-30 ans. Un jour, on a mis la télé à la cave, on a dit, bon, ce système-là, ça va pas, c'est un abrutissement, donc ça faisait partie des prises de conscience. On a eu des prises de conscience, j'ai eu des prises de conscience successives qui m'ont amené à faire différents choix. Je me suis posé des questions sur pourquoi, comment, que sera-ce. Et ça nous a amené au bout d'un moment à avoir envie d'un autre mode de vie. Donc c'était un peu flou au départ, c'était pas bien ciblé, mais quand j'ai commencé à acheter des aliments bio, tout ça, au bout d'un moment je me suis dit, ouais, quand même, ça serait bien d'avoir une vache au fond du jardin pour la traire moi-même, quoi. Donc c'était un peu... dans le 93, c'était un peu barré, quoi. Donc c'était un petit rêve, quoi. Mais un jour, qu'est-ce qui s'est passé avec les copains? Bon, je pense que ça doit arriver un peu à tout le monde. Enfin, je sais pas si ça t'est pas arrivé à toi, mais bref. On discute comme ça, ah ouais les gars, si on partait s'installer, prendre un village abandonné entre copains, et puis qu'on fasse vivre le truc et tout ça. Donc là, ça a commencé un peu l'idée de partir, vivre notre vie, puisque cette vie-là n'était pas conforme à ce que, bon, c'était pas aberrant, c'était pas absurde, mais c'était pas normal. Donc le rêve, moi je dis ok d'accord, mais bon, pragmatique, bon ok, ben, on se met des sous de côté et puis on va partir, on va aller s'installer, on va faire un truc sérieux, donc on s'organise, on prend un peu de temps pour ça, on se donne rendez-vous dans 5 ans. 5 ans après, bon ben les copains on y va, ils sont où les copains? Il n'y avait plus de copains, il n'y avait plus personne. Donc ben, je dis ben, c'est pas grave, mais on y va quand même, donc je pars avec Moumoun, avec ma femme. J'ai appelé Moumoun, bon c'est parce que je ne veux pas dire son nom, mais bon. Donc on est parti, et puis donc là je dis bah on y va. Alors pour pouvoir trouver quelque chose à faire, on dit que voilà, on passe des diplômes, des brevets professionnels agricoles, et on a le projet d'aller s'installer, faire du fromage de chèvre, puisque ma belle-mère avait fait aussi un retour à la terre, et elle avait élevé des chèvres, on avait déjà eu le contact, on avait vu que c'était cohérent, quoi. Donc on part là-dessus, je passe mon diplôme, ma femme passe son diplôme aussi, et ensuite on cherche la terre promise. Donc c'est là que je viens dans les Pyrénées-Orientales, puisque je connaissais un peu le coin, et ça correspondait, le sud, le soleil. Et donc on arrive ici, et on avait un projet quand même assez classique, de reprendre une ancienne ferme, où il y aurait eu des animaux, et puis de l'adapter pour faire une fromagerie, quelque chose de un peu moderne. Et puis on a trouvé cet endroit-là, enfin, j'ai trouvé cet endroit-là, j'ai eu un coup de foudre. On dit un coup de foudre, j'ai vu l'endroit, et c'est vrai que là on était parti pour faire un grand pas entre les boîtes de nuit, le salon de coiffure et une ferme. Et puis là c'était plus un grand pas, c'était le grand écart, quoi. Donc pas de piste, pas de machin, pas de maison. Et il y a eu un moment, c'est vrai que j'ai eu une vision de la petite maison dans la prairie. Charles Ingalls, et là quelque part c'est vrai que je me suis vu en Charles Ingalls. Donc là, on a un petit peu oublié un truc, mais c'est pas grave.
Voilà, donc, voilà. Je suis Charlie, Ngals. Donc pour condenser un peu le processus, pour analyser le processus qui m'a amené à ce changement, je dirais que donc c'était une prise de conscience générale de ce qu'on appelle en philosophie hindoue Maya. Maya, donc c'est l'illusion. On pourrait rapprocher ça du concept de Matrix. La matrice, quand on dit on est dans la matrice, voilà, donc c'est un peu cette subtilité. Il y a des choses, on comprend, on voit bien que la réalité n'est pas ce qu'on nous présente, mais par confort, par conformisme, pour faire un peu comme les autres, pour être confortable dans faire comme tout le monde, on dit ah oui mais bon demain, et donc on fait rien aujourd'hui. Et donc dans ce film Matrix, il y a beaucoup de symbolique, mais il y a aussi surtout il y a le moment de l'instant de la pilule rouge, la pilule bleue, où voilà, t'as commencé à sentir un truc. Est-ce que tu vas plus loin, même si ça coûte un peu là, Alice, tu descends avec je sais pas quoi, le lapin blanc, ou est-ce que tu prends la pilule bleue, tout s'arrête et tu repars dans ton petit monde confortable, la moumoune, passe-moi les chips, envoie une bière, quoi. Donc j'ai vécu ce petit passage là qu'on vit souvent dans la vie, là, le moment de faire un choix, on le fait ou on le fait pas, et souvent on le fait pas pour rester confortable parce que ça paraît trop bizarre. Donc mon processus ça a été ça, des petits stades comme ça, et puis des gros stades aussi à certains moments où arriver ici c'était énorme, on le fait ou on le fait pas. Et donc ça a été ça pendant pas mal d'années. Et là on arrive un peu, enfin j'arrive un peu, je dis je. C'est vrai que c'est long parce que avec ma femme, donc je dis moumoune parce que voilà, c'est affectueux. Bon, on a fêté à peu près, je sais pas si on l'a fêté, bon ça fait 30 ans quand même qu'on se pratique. Donc là, si Benoît, si tu es en post-production, tu peux mettre une petite musique douce là, genre les feux de l'amour, tu sais. Alors, le moment tendresse là. Bon voilà. Et donc, quant à moi, maintenant, j'arrive un peu dans une phase où, bon, j'ai eu des phases comme ça aussi, on rêvait de collectif, que j'ai expliqué au début, on voulait partir en groupe, on a eu des rapprochements un peu avec les éco-villages, machin. Bon, j'ai fait mon chemin tout seul, j'ai fait ma part de colibri, en mode colibri, façon Pierre Rabhi, on fait sa part, voilà, je fais ma part, mais je pense que si on veut vraiment aller plus loin, voilà, les parts, il faut les mettre ensemble, il faut unir les forces pour aller un peu plus loin. Donc c'est un peu, je réponds à ton invitation, donc c'est un peu ma démarche pour venir partager ma grande expérience. Ah ouais, non mais voilà. Une question ? Est-ce que tu as regretté les choix que tu avais faits? Qu'est-ce que tu proposes comme économie solidaire dans le réseau qui existe et qui est en place à Égalité et Réconciliation? Voilà, alors déjà, avant l'économie, on va parler un peu de politique. Donc la politique aujourd'hui, il n'y a pas d'espérance à avoir. On sait que le système est verrouillé de l'intérieur. Les politiques n'ont pas d'honneur, pas de dignité. Je me souviens quand j'étais gamin, je disais toujours à ma mère, parce que j'entendais dire qu'il y avait un préfet, un ministre qui avait démissionné. Suite à un accident de la route, le ministre des Transports qui démissionnait, suite à un machin. Je dis mais pourquoi il démissionne? C'est pas lui qui a fait l'accident. Et donc ma mère m'expliquait, mais non, c'est l'honneur, le sens du devoir. Il est responsable de ceux qui sont en dessous, donc il se passe quelque chose, il démissionne, tu sais, un truc à la japonaise, quoi. Bon, maintenant ça c'est fini. Donc t'as un Premier ministre qui se prend, il se prend une déculottée au départemental, il se prend une deuxième déculottée au régional, il se prend Charlie, il se prend le Bataclan. J'ai combattu Dieudonné et Alain Soral. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on ne peut pas espérer grand-chose de ces gens-là. Donc, on va se tourner vers l'économie, mais avant de se tourner vers l'économie, on a peut-être aussi, quand même, je pense à Réconciliation nationale, il y a peut-être aussi un petit truc à jouer. Donc d'ici les élections 2017, il y a peut-être quand même, parce qu'il faut imaginer l'impact que ça peut avoir. Il ne faut pas imaginer, faut pas penser au temps de parole
légal sur les radios, sur les télés, machin. Bon, peut-être LCP sur la chaîne parlementaire à 3 h du matin, un truc. Mais par contre, ce qu'on peut imaginer quand même, c'est sur les panneaux d'affichage, devant les bulletins de vote qu'il y aura dans toutes les communes. À côté de la liste, à côté de la photo, là, Juppé et sa liste et Valls et sa liste. Au milieu, un ananas. Ananas. Avec un petit slogan, tout ça. Il y a peut-être quand même quelque chose. Il y a un rapprochement à faire, je pense. Donc là, il y a peut-être quelque chose. Il ne faut pas rêver, ça ne va pas changer le monde, on le sait. Mais il y a quand même un mouvement à faire. Alors après, l'économie, c'est plus direct et plus maintenant, parce que ça peut avoir des impacts sur nous, sur tout le monde. On sait que c'est le nerf de la guerre. Donc, ben, quelles sont les idées? Moi, je suis le cutéreux de l'histoire, moi. Hein. Moi, je suis dans le crottin de cheval toute la journée. Donc, moi, j'ai pas d'idée à avancer. Mais ce qui est sûr, c'est que si on sort un peu, si on sort de notre bulle chacun, personnel, on va avancer ensemble et on a des choses à proposer, à faire. Bon, moi, en tant que paysan, je vais vous dire, les gars, y en a qui se suicident, des paysans, il faut les aider, il faut les soutenir. Donc, qu'est-ce qui existe déjà? Il y a le système des AMAP. Donc, les AMAP, associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc, voilà, ça existe, renseignez-vous autour de chez vous. Il y a il suffit d'adhérer. Donc, c'est un paysan, il y a 30, 50, 60 familles qui prennent un contrat à l'année avec le paysan. Ils viennent chaque semaine, ils achètent un panier de 5, 10, 15 euros. Et lui, il n'est pas pris par est-ce que je vais vendre ou pas. Il peut se concentrer, faire des bons produits. Il sait que les personnes vont lui acheter ce qui va sortir de terre. Et voilà. Donc ça, c'est bon pour tout le monde. Ça, c'est un truc, c'est élémentaire, c'est tout simple. Ensuite, ça va être acheter français, les gars. Quand on va acheter de la viande, bon, c'est le végétarien qui vous parle, mais quand même, n'achetez pas du bœuf de je sais pas où, là, quand même. Le gars, avant qu'il se suicide, il faut lui acheter un peu de viande pour qu'il puisse... voilà. Donc, il y a des réseaux comme ça qui existent, tout ça. C'est des trucs tout simples. Ensuite, il faudrait se rapprocher du réseau que Lancewer. Donc là, les petits ruisseaux font les grands fleuves. Et en sortant, il va y avoir... Les idées sont là. Les idées sont dans nos têtes. Tout le monde a des idées. Les bras, ils sont là pour faire avancer. Et le pognon, il est dans nos poches. Donc plutôt que de le mettre là-bas, mettons-le là où on va choisir, de le mettre et de faire avancer le projet. Donc, quant à moi, à mon niveau, eh ben, je vais parler de Eric Sanseri et de son entreprise VTR Voyage. Donc moi, je vais mettre un lien sur mon petit site à moi, mon tout petit site. Je vais mettre un lien. Lui-même va mettre il va faire un petit aparté pour mon activité d'accueil en yourte. On démarre, j'en profite pour faire un petit rappel. Et donc moi je propose pour les gens qui ont besoin de vivre certains moments proches de la nature, dans un cadre particulier, venez chez nous, venez vivre comme la famille Ingalls, la petite maison dans la montagne.